Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 6 millions de soldats et de civils japonais furent déployés dans tout l'Empire. Lorsque la capitulation eut lieu en 1945, beaucoup ne savaient que faire. Certains ne s'en rendirent même pas compte, d'autres refusèrent tout simplement d'y croire. La capitulation officielle n'impliquait pas une cessation immédiate des hostilités. Des unités entières continuèrent à se battre pendant des semaines, des mois, voire des années. Des milliers furent capturés par l'Union soviétique et envoyés dans des camps de travail forcés en Sibérie. Des centaines résistèrent dans des jungles reculées, convaincus que la guerre n'était pas encore terminée. Et lorsqu'ils revinrent enfin, leur pays n'était plus tel qu'ils s'en souvenaient. Quels sorts ont été réservés aux soldats japonais après l'effondrement de l'Empire? Pourquoi des milliers de personnes ont-elles continué à se battre après la fin de la guerre? Comment les captifs ont-ils survécu en Sibérie et pourquoi ont-ils été oubliés pendant des décennies? Le dernier décret, la reddition impériale et la chute de l'armée japonaise. L'après-midi du 15 août 1945 marqua le moment le plus dévastateur de l'histoire militaire de l'Empire japonais. Par l'intermédiaire d'ondes radio qui se répandirent dans tout l'archipel, la voix de l'empereur Hirohito rompit avec des siècles de tradition en s'adressant directement à son peuple. L'émission, connue sous le nom de Gyokwon Hosso, annonça l'impensable, la capitulation sans condition de l'Empire du Soleil levant. Rares sont ceux qui se souviennent qu'avant même la déclaration impériale du 15 août, l'armée japonaise avait déjà commencé à se fracturer de l'intérieur. La reddition ne fut pas une décision unanime, mais un processus semé de menaces, de désaccords et de calculs désespérés. Au sein même du cabinet, certains ministres évoquèrent discrètement un possible suicide collectif du haut commandement si la capitulation était officialisée. D'autres, plus radicaux, proposèrent d'évacuer l'empereur dans les montagnes et d'établir un gouvernement en exil. Durant les premiers jours d'août, la crainte latente était que le Japon s'effondre de l'intérieur avant de capituler. Au même moment, des unités entières de l'armée impériale se préparaient à poursuivre la guerre seules. Des documents internes révèlent que certaines divisions avaient accumulé des réserves pour 6 mois de ravitaillement et élaboraient des plans pour poursuivre une guérilla armée depuis les zones rurales, si le gouvernement acceptait de capituler. À Kyushu, certains généraux débattaient de la possibilité de déclarer l'autonomie militaire de la région comme forme de résistance continue. Il ne s'agissait pas de fantasmes individuels, mais de plans opérationnels discutés avec cartes, chiffres et noms. La situation était si explosive que, dans les jours précédant la capitulation, le gouvernement ordonna secrètement de renforcer la surveillance des unités militaires stationnées près de Tokyo. On craignait une rébellion interne. Certains documents évoquent même la possibilité que l'empereur soit enlevé par des officiers ultranationalistes pour l'empêcher d'annoncer la capitulation. Il ne s'agissait pas de paranoïa, mais de véritables précédents. En 1936, lors de l'incident du 26 février, des factions au sein de l'armée avaient déjà tenté de prendre le contrôle du gouvernement central. Le souvenir de cette insurrection était présent à chaque réunion. Cette atmosphère explosive explique pourquoi l'émission impériale fut enregistrée en secret, scellée sous garde personnelle et transportée clandestinement sur le lieu de diffusion. Les autorités savaient que toute fuite de contenu pouvait déclencher des émeutes préventives. La paix, paradoxalement, fut construite dans des conditions de surveillance et de risque maximum. Le Japon qui écoutait l'empereur ce midi-là n'était pas une nation vaincue, mais un pays au bord de l'implosion. Le message impérial arriva après des semaines de délibérations désespérées. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki avaient démontré une capacité destructrice dépassant tout calcul militaire antérieur. L'entrée en guerre soudaine de l'Union soviétique, le 8 août, avait anéanti le dernier espoir d'une paix négociée. Le Japon était menacé d'anéantissement total. Cependant, le contenu du discours impérial sema immédiatement la confusion. Rédigé dans un japonais archaïque et délivré avec une qualité technique médiocre, le message évitait délibérément le mot « reddition ». Cette ambiguïté déclencha une crise au sein de l'état-major japonais, où les officiers, formés à la doctrine de la mort avant le déshonneur, refusèrent d'accepter la réalité. La tension explosa aux premières heures du 15 août. Un groupe d'officiers, mené par le major Kenji Hatanaka, tenta d'empêcher la diffusion du message impérial.
L'incident de Kyūjō marqua le dernier sursaut du militarisme japonais. Des conspirateurs prirent d'assaut le palais impérial à la recherche d'enregistrements du discours afin de les détruire. Leur objectif était de maintenir la résistance armée. Le coup d'État échoua avant l'aube. Hatanaka et ses collaborateurs choisirent le suicide rituel plutôt que d'affronter la honte de l'échec. La tentative de coup d'État étant neutralisée, le protocole final de capitulation fut activé. Le 2 septembre 1945, l'acte de capitulation fut officiellement signé à bord du cuirassé américain USS Missouri, ancré dans la baie de Tokyo. Les représentants japonais, menés par le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu, signèrent la capitulation complète de l'Empire. Le général Douglas MacArthur, nommé commandant suprême des puissances alliées, accepta la capitulation au nom des vainqueurs. Cet acte juridique déclencha une transformation sans précédent. MacArthur s'arrogea un pouvoir absolu sur le Japon, instaurant une occupation militaire qui se prolongera jusqu'en 1952. Sa première directive fut catégorique: la dissolution immédiate et complète de l'armée et de la marine impériale. Le 15 septembre 1945, 2 semaines seulement après la signature, le quartier général impérial relâcha officiellement ses opérations. Toutes les fonctions de commandement militaire furent suspendues par ordre direct du SCAP. La directive de désarmement fut exécutée avec une précision impitoyable. Plus de 2 millions de tonnes de matériel de guerre furent confisquées, détruites ou stockées sous contrôle allié. Armes d'infanterie, canons, véhicules blindés, avions, mines, munitions et torpilles disparurent systématiquement des arsenaux japonais. Les unités américaines établirent des points de reddition obligatoires et élaborèrent des formulaires d'enregistrement méticuleux. Parallèlement, des politiques de purge furent mises en œuvre, interdisant aux anciens officiers militaires d'occuper des fonctions publiques dans le nouvel ordre. Des milliers d'officiers supérieurs furent disqualifiés politiquement et professionnellement et, dans de nombreux cas, placés en détention provisoire pendant l'enquête sur leur implication dans des crimes de guerre. Les listes noires du SCAP s'étendaient à l'ensemble de la structure de commandement de l'Ancien Empire. Cette destruction de l'appareil militaire coïncida avec une révolution constitutionnelle. En 1946, sous la supervision directe du Conseil suprême des forces armées, CSAP, une nouvelle constitution fut promulguée, redéfinissant complètement la nature de l'État japonais. L'empereur fut réduit à une figure symbolique, dépourvue de véritable pouvoir politique. Le principe de souveraineté populaire remplaça l'autorité impériale divine. L'article 9 de la nouvelle Magna Carta consacrait la renonciation définitive du Japon à l'utilisation de la guerre comme instrument de politique nationale. Le 1er janvier 1946, l'empereur Hirohito fit une deuxième proclamation historique. Dans le Ningen Sengen, il niait publiquement son statut divin, démystifiant ainsi des siècles de culte impérial. Cette déclaration, exigée par les occupants, éliminait de fait toute possibilité de renaissance militariste fondée sur le culte impérial. Bien que préservé comme symbole national, Hirohito demeurait totalement soumis au cadre constitutionnel démocratique. Entre-temps, l'identification des responsables des crimes de guerre commença. Des listes d'officiers furent minutieusement dressées en vue de leur arrestation, de leur procès et de leur exécution. Ce processus allait faire partie intégrante du démantèlement de l'appareil militaire japonais, garantissant que les architectes de la guerre assumeraient les conséquences de leurs décisions. La chute de l'armée japonaise ne fut pas une simple défaite militaire, mais une déconstruction totale de l'ordre politique, social et idéologique qui avait défini l'Empire pendant des décennies. En quelques semaines, un État théocratique militarisé fut transformé en une démocratie pacifiste occupée. Le décret impérial final mit non seulement fin à la guerre, mais enterra à jamais le rêve de domination asiatique qui avait coûté des millions de vies. Garnison piégée, les soldats sans nouvelles continuent de se battre. La capitulation signée à bord de l'USS Missouri aurait dû immédiatement faire taire toutes les armes japonaises en Asie et dans le Pacifique. Cependant, la réalité d'un empire dispersé sur des milliers de territoires occupés a fait de la paix un processus fragmenté et chaotique. Dans les régions reculées du continent asiatique et des îles du Pacifique, les garnisons japonaises ont continué à se battre pendant des jours, des semaines, voire des mois.
Après l'acte officiel de capitulation, ces unités isolées étaient confrontées à une situation de communication extrêmement précaire. Les lignes télégraphiques et radio avaient été détruites par les bombardements alliés ou coupées par l'offensive ennemie rapide des dernières semaines de la guerre. De nombreuses garnisons dépendaient entièrement des officiers locaux pour interpréter les ordres stratégiques de Tokyo, mais l'effondrement de l'état-major impérial avait éliminé toute coordination centralisée. Après l'annonce de la capitulation impériale, la machine militaire japonaise ne s'est pas désamorcée de manière uniforme. L'effondrement du commandement central a laissé des dizaines de garnisons sans direction claire et nombre d'entre elles, piégées dans des territoires lointains, ont agi de leur propre initiative. Certaines ont attendu des confirmations qui ne sont jamais venues. D'autres, confrontées à des ordres ambigus ou au silence absolu du haut commandement, ont décidé de poursuivre leurs opérations en mode défensif. Dans des régions comme l'Indochine, la Malaisie et les petites îles du Pacifique, les messages de reddition furent accueillis avec suspicion. Dans plusieurs cas, les commandants de garnison exigèrent la validation de la cessation des hostilités par un document signé du sceau de l'empereur. Sans ce symbole d'autorité, toute tentative de persuasion était interprétée comme une manœuvre ennemie. Cette méfiance ralentit la démobilisation et provoqua des affrontements après la fin officielle du conflit. À cette situation s'ajoutait une structure militaire qui avait préparé ses troupes à résister même en l'absence de commandement. Dès 1943, les manuels de campagne incluaient des directives pour poursuivre le combat de manière décentralisée. Ils décrivaient comment créer des réseaux de soutien autonomes, utiliser les ressources locales et maintenir le moral grâce à la discipline interne. Ces instructions, initialement conçues comme une mesure d'urgence en cas d'invasion de l'archipel japonais, furent mises en œuvre dans les territoires occupés par décision d'officiers qui n'attendèrent plus les instructions de Tokyo. Sur de nombreuses îles du Pacifique, de petites unités étaient divisées en sous-groupes mobiles opérant dans la jungle ou les zones montagneuses. Elles n'avaient aucune intention d'attaquer, mais étaient entraînées à résister à toute tentative d'occupation. Les forces alliées, ignorant si ces troupes avaient été informées de la reddition, devaient approcher avec prudence. Parfois, la simple descente d'un avion allié déclenchait des tirs depuis la végétation. D'autres fois, les soldats japonais n'abandonnaient leur position qu'après de longues négociations. Dans certains cas, des missions de contact officielles étaient nécessaires, avec des interprètes et des émissaires porteurs de copies certifiées conformes du discours de l'empereur. Malgré cela, certains commandants rejetaient le contenu, car il n'était pas accompagné d'instructions spécifiques du ministère de l'Armée. L'attachement à la chaîne de commandement traditionnelle, toujours brisée, l'emportait toujours sur toute annonce transmise par des moyens non conventionnels. Malgré la capitulation officielle, la durée et la complexité du retrait militaire japonais en Asie et dans le Pacifique ont démontré l'ampleur de sa dispersion opérationnelle. Le conflit n'a pas pris fin immédiatement. Il a persisté, fragmenté, en marge de la carte et dans les décisions des officiers qui, sans structure pour les contenir, se sont tournés vers leurs manuels, leur formation et leurs convictions pour déterminer quand la guerre serait véritablement terminée. La Mandchourie devint le théâtre le plus critique de cette guerre prolongée. L'armée du Guandong, forte de plus de 700 hommes répartis sur un territoire aussi vaste que l'Europe occidentale, était confrontée à l'opération soviétique Tempête d'août depuis début août. Lorsque Staline rompit le pacte de neutralité et lança son offensive éclair, de nombreuses unités japonaises furent encerclées et vaincues, mais d'autres se retranchèrent dans des positions défensives sans jamais recevoir de nouvelles de la capitulation impériale. Dans les jungles birmanes, les soldats japonais, harcelés par les forces britanniques et les guérilleros locaux, restèrent actifs jusqu'en octobre 1945. Les ordres de reddition arrivèrent sous forme de rumeurs non confirmées et de nombreux officiers locaux les supposèrent comme de la propagande ennemie. La méfiance, alimentée par des années d'endoctrinement sur la supériorité raciale japonaise et la victoire inévitable de l'Empire, transforma chaque message de reddition en piège potentiel. Les Philippines présentaient un tableau tout aussi complexe. Bien que la majeure partie de l'archipel ait été reconquise par les forces américaines en 1944 et 1945, des groupes de soldats japonais restaient cachés dans les montagnes de Luçon et d'autres îles de la jungle. Certains commandants locaux décidèrent de poursuivre la résistance sans attendre la confirmation officielle de Tokyo.
La reddition impériale fut, dans de nombreux cas, délibérément ignorée par les officiers, qui préféraient la mort au combat à une reddition déshonorante. L'absence de chaîne de commandement opérationnel aggravait ce manque de coordination. Avec la dissolution de l'état-major impérial, de nombreuses unités se retrouvèrent sans autorité supérieure. Des ordres contradictoires donnés par des officiers de rang intermédiaire compliquèrent encore la situation. Certains insistèrent pour maintenir une discipline militaire active jusqu'à la confirmation directe des émissaires impériaux autorisés, ce qui entraîna des retards fatals dans la démobilisation. En Nouvelle-Guinée et dans les îles Carolines, les opérations japonaises se poursuivirent jusqu'en octobre 1945. Des rapports alliés font état d'embuscades contre des convois australiens et d'attaques contre des villages tenus par les Occidentaux des semaines après la capitulation officielle. Sur le continent chinois, la situation était encore plus explosive. Les détachements japonais affrontèrent simultanément les forces du Parti communiste chinois, les troupes du Kuomintang, les milices locales et les unités soviétiques. Cette guerre sur plusieurs fronts encouragea de nombreux officiers à maintenir des positions défensives par crainte de représailles immédiates s'ils déposaient les armes. Le rapatriement de ces garnisons dispersées nécessitait des opérations complexes et dangereuses. Dans de nombreux cas, les soldats qui résistaient encore étaient désarmés de force et leurs commandants sommairement arrêtés. Dans d'autres situations, des missions d'émissaires japonais ou d'interprètes alliés étaient organisées pour transmettre directement l'ordre de reddition impériale. Ces contacts exigeaient une extrême prudence, car de nombreuses unités japonaises étaient prêtes à se battre jusqu'à la mort. Une fois la reddition acceptée, les soldats furent concentrés dans des camps temporaires afin d'organiser leur retour au Japon. Ce processus fut principalement géré par le SCAP, en coordination avec les autorités locales, le gouvernement de Chiang Kai-shek en Chine, les administrateurs coloniaux néerlandais aux Indes orientales et l'administration britannique en Birmanie. Les accords prévoyaient un traitement humain pour les prisonniers, même si, dans la pratique, de nombreux cas de mauvais traitement, de lynchage et d'exécutions extrajudiciaires furent commis par des guérilleros anti-japonais en quête de vengeance. L'opération de rapatriement dura jusqu'en 1947 et impliqua plus de 6,6 millions de Japonais, militaires et civils compris. Plus d'un zéro navire, des centaines de trains et des dizaines de ports spécialement équipés furent mobilisés pour cette tâche logistique colossale. Les garnisons, qui continuèrent à combattre jusqu'au dernier moment, furent invariablement les dernières à être évacuées et rapatriées. Dans certains territoires, la situation fut compliquée par la résistance des populations locales qui avaient souffert de l'occupation japonaise. En Indonésie, aux Philippines et en Birmanie, de nombreux soldats japonais furent victimes d'attaques vengeresses de la part de civils qui les considéraient comme des criminels de guerre. Cela obligea les forces alliées à établir des périmètres de sécurité autour des camps de prisonniers de guerre afin d'empêcher les massacres. Le manque de coordination, l'isolement géographique et l'héritage d'une idéologie militaire extrémiste ont transformé l'après-guerre du Japon en un processus de capitulation fragmentaire. Dans de nombreuses régions reculées d'Asie, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, non pas avec la signature officielle de l'accord, mais des semaines, voire des mois plus tard. Lorsque l'ordre final de cessez-le-feu a réussi à franchir les barrières de la distance, de la méfiance et du désespoir des soldats qui avaient juré de mourir plutôt que de se rendre. Captifs d'hiver, l'expédition massive vers les camps soviétiques. L'engagement de l'Union soviétique dans la guerre contre le Japon se matérialisa par l'opération Tempête d'août, une offensive éclair qui fit s'effondrer les défenses de la prestigieuse armée du Guandong en moins de 2 semaines. Cette campagne dévastatrice captura plus de 600 soldats japonais qui subirent un sort cruel sur le vaste territoire soviétique. Cette capture massive n'était que le prélude à la déportation systématique vers des camps de travail forcés disséminés en Sibérie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Mongolie et dans d'autres régions reculées de l'URSS. Les soldats emprisonnés, dépourvus d'équipement pour les climats extrêmes, étaient entassés dans des wagons de marchandises non chauffés pendant des semaines. Nombre d'entre eux mouraient avant d'atteindre leur destination, victimes du froid, de la soif et de la malnutrition au cours de ces transferts infernaux. Une fois dans les camps, ils étaient confrontés à un régime de survie impitoyable où les températures hivernales descendaient régulièrement en dessous de -30 degrés Celsius.
Originaires d'un climat tempéré, les prisonniers japonais étaient totalement inaptes à ces conditions. Ils étaient contraints d'effectuer des travaux pénibles dans les mines de charbon, la construction de voies ferrées, le défrichage, l'excavation et la construction d'infrastructures dans des régions où leur survie dépendait de chaque décision quotidienne. Les camps les plus meurtriers se trouvaient à Khabarovsk, Magadan, Novosibirsk et Krasnoyarsk. Dans ces centres de détention, la malnutrition était endémique, les soins médicaux inexistants et les sanctions pour indiscipline présumée incluaient de nouvelles réductions des rations alimentaires. Des maladies comme la dysenterie, la pneumonie et la tuberculose se propageaient sans contrôle dans des baraquements surpeuplés où l'hygiène de base était impossible à maintenir. L'administration soviétique classait les prisonniers japonais comme éléments utiles au relèvement national, une étiquette bureaucratique justifiant leur déploiement dans des régions ravagées par la guerre. À l'instar des camps de prisonniers de guerre d'autres puissances, les camps soviétiques fonctionnaient selon une logique économique privilégiant la productivité au détriment des normes humanitaires. Les hommes capturés étaient répartis en fonction des besoins stratégiques. Exploitation minière en Sibérie orientale, construction de voies ferrées en Asie centrale, construction d'usines dans l'ouest du Kazakhstan et reboisement des régions déboisées après le conflit. Cette dispersion n'était pas fortuite. Chaque camp recevait des directives sur les objectifs de production mensuels et l'atteinte de ces quotas était directement liée aux rations alimentaires, aux périodes de repos autorisées et à l'accès aux soins médicaux de base. Dans les zones les plus reculées, le rapport travail-nourriture était si déséquilibré que l'épuisement physique commençait à se faire sentir quelques semaines seulement après leur arrivée. Les prisonniers qui ne respectaient pas les normes de travail étaient réaffectés aux tâches de nettoyage, au transport des corps ou à l'isolement prolongé. La journée de travail durait souvent plus de 12 heures avec des interruptions minimes, même en hiver. Les outils étaient primitifs ou défectueux, ce qui augmentait le taux d'accidents. Il n'existait aucun système formel d'inspection externe ni de surveillance médicale. Fractures, brûlures, coupures profondes et gelures étaient traitées avec des bandages de fortune ou laissées progresser sans intervention. La maladie n'était pas considérée comme un état à guérir, mais comme une conséquence statistique acceptable du modèle d'exploitation. Outre le travail physique, les prisonniers étaient surveillés par des comités internes du NKVD qui évaluaient leur comportement. Chaque détachement devait rendre compte chaque semaine du degré de coopération idéologique des détenus, un paramètre qui influençait leur sort futur. Cette surveillance, combinée à un isolement total du monde extérieur, érodait tout espoir de retour immédiat. La plupart ignoraient totalement combien de temps ils resteraient en territoire soviétique. Certains camps ne communiquaient les détails de la fin de la guerre que plusieurs mois après leur capture. Cette opacité institutionnelle, associée au manque de communication, a transformé l'expérience des prisonniers japonais en Union soviétique en un régime d'incertitude constante où le passage du temps n'était pas mesuré par des dates mais par des saisons, des maladies et une perte de force physique. Staline avait décidé que ces prisonniers seraient utilisés pour réparer les dommages de guerre. L'Union soviétique, dévastée par 4 années de conflit avec l'Allemagne, utilisa la main-d'œuvre japonaise comme ressource économique pour reconstruire son infrastructure industrielle. Cette décision violait systématiquement la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, mais l'URSS n'était pas signataire de ce traité et agissait en toute impunité. Les archives soviétiques et les enquêtes japonaises ultérieures font état de la mort d'environ 55 prisonniers dans ces camps. La mortalité variait selon le lieu, mais dans certains centres, elle dépassait 10% de la population détenue. Les principales causes étaient les gelures, la famine et les maladies infectieuses qui se propageaient sans traitement médical adéquat. Les soldats survivants revenaient avec des amputations, des maladies chroniques et des traumatismes physiques qui les affecteraient à vie. Outre les souffrances physiques, les prisonniers étaient soumis à des programmes obligatoires de rééducation idéologique. Les commissaires politiques soviétiques organisaient des séances d'endoctrinement communiste, tentant de convertir d'anciens soldats impériaux en sympathisants marxistes-léninistes. Certains prisonniers collaboraient à ces programmes par commodité ou pour survivre, ce qui générait de profondes divisions internes parmi les détenus.
Ses collaborateurs subiraient plus tard des représailles et des procès à leur retour au Japon. Le rapatriement des prisonniers devint un processus politisé et long qui dura plus d'une décennie. Les premiers retours commencèrent en 1946, avec de petits contingents transportés depuis des ports comme Nakotka et Vladivostok vers le port japonais de Maizuru. Cependant, les retours massifs ne se matérialisèrent qu'en 1947, et les derniers retours officiels ne furent achevés qu'en 1956, plus d'une décennie après la fin de la guerre. Ce retard contrastait fortement avec le traitement réservé aux prisonniers japonais capturés par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Les soldats détenus par les puissances occidentales furent rapatriés entre 1945 et 1947 dans des conditions considérablement plus humaines. Dans les camps administrés par les alliés occidentaux, les prisonniers recevaient une nourriture adéquate, des soins médicaux de base et étaient autorisés à correspondre avec leurs familles. Les taux de mortalité étaient négligeables comparés aux massacres silencieux en Sibérie. La disparité de traitement a créé une mémoire historique complexe au Japon. De nombreux anciens prisonniers du RSS sont revenus témoins vivants de souffrances extrêmes, avec des récits contrastant radicalement avec ceux des détenus occidentaux. Certains prisonniers de Sibérie sont décédés peu après leur rapatriement, victimes des conséquences physiques d'années de mauvais traitements systématiques. D'autres sont revenus profondément marqués par l'expérience soviétique, avec des sympathies idéologiques pour le communisme qui les ont rendus sujets à la surveillance des autorités japonaises et de l'occupation alliée. Ce clivage idéologique a ajouté une complexité supplémentaire à la réintégration des vétérans dans la société japonaise d'après-guerre. Au cours des décennies suivantes, des associations d'anciens prisonniers se sont constituées et ont exigé des excuses officielles et des indemnisations de la part de l'Union soviétique puis de la Russie. Bien que Moscou n'ait jamais officiellement reconnu les abus, des recherches conjointes entre historiens japonais et russes ont documenté l'existence de centaines de camps disséminés sur tout le territoire soviétique avec des registres détaillés des prisonniers, de la main-d'œuvre et des taux de mortalité. La captivité de plus de 600 soldats japonais en territoire soviétique représente l'une des plus longues déportations massives du XXe siècle. Elle symbolise la manière dont la guerre s'est étendue bien au-delà de la reddition officielle, transformant les anciens combattants en victimes d'un système qui les utilisait comme ressources disponibles pour la reconstruction d'une puissance dévastée sur son propre sol. Pour ces hommes, la guerre ne s'est pas terminée en 1945, mais des années, voire des décennies plus tard, lorsqu'ils sont finalement retournés dans un Japon qui avait complètement changé pendant leur absence forcée. Les guerriers qui ne se sont pas rendus, les traînards de l'Empire japonais. Dans les jungles reculées d'Asie du Sud-Est et les îles éparses du Pacifique, des dizaines de soldats japonais poursuivaient une guerre officiellement terminée. Ces hommes, plus tard appelés traînards japonais, maintinrent des opérations militaires actives pendant des années, voire des décennies, obéissant aux ordres donnés avant la fin du conflit et guidés par des principes idéologiques qui rendaient toute reddition impensable. Les traînards n'étaient ni des déserteurs ni des criminels en fuite, mais des soldats réguliers agissant sous mandat spécifique de l'armée impériale. Leur comportement résultait d'une combinaison mortelle d'isolement géographique extrême, d'une structure de commandement local autonome et de l'influence doctrinale du Bushido adaptée à la guerre moderne. Pour ces combattants, la reddition n'était pas seulement une option tactique répréhensible, mais une violation fondamentale de leur serment de loyauté envers l'empereur. La persistance des soldats actifs après la fin officielle de la guerre n'était ni un phénomène accidentel ni exclusivement imputable à l'isolement géographique. Dès la mi-1944, l'armée impériale distribuait des manuels spécifiques aux unités risquant d'être isolées ou assiégées. Ces documents, imprimés en nombre limité et remis aux officiers supérieurs, décrivaient clairement les protocoles de résistance autonome. Ils avaient pour consigne de rester cachés, de tirer parti des ressources naturelles environnantes et d'éviter toute reddition, même s'ils ne pouvaient contacter le commandement central. Dans certains cas, ces directives comprenaient des instructions sur la création d'abris souterrains, la conservation des munitions et le maintien de pratiques sanitaires et défensives de base. Elles enseignaient également comment détruire des documents sensibles, improviser des pièges défensifs avec des matériaux naturels et déterminer la fiabilité des messages externes grâce à des codes numériques internes.
Tout cela s'inscrivait dans une stratégie défensive plus large, anticipant une invasion directe de l'archipel japonais et la nécessité d'une résistance prolongée. La doctrine sous-jacente à ces ordres reposait sur une interprétation extrême du code du Bushido, adapté à la guerre moderne par les académies militaires impériales. Cette vision prônait non seulement la bravoure personnelle au combat, mais aussi le rejet total de la reddition. La mort en service était considérée comme préférable à toute forme de capture, et cette instruction était reprise dans les entraînements, les manuels, les serments d'enrôlement et les discours officiels. Dans les derniers mois de la guerre, cette mentalité fut renforcée par la propagande d'État, qui glorifiait les pilotes kamikazes et les défenseurs d'Iwo Jima et d'Okinawa comme des modèles de conduite déterminés. Dans ce cadre idéologique, les soldats isolés qui ont persisté pendant des années ont agi selon les attentes inculquées dès leur formation initiale. Leur résistance n'a pas été improvisée. Ils ont suivi les directives établies pour les scénarios d'isolement. Ils n'étaient souvent pas seuls. Durant les premières années qui ont suivi la fin de la guerre, de petits groupes armés ont continué d'opérer avec une hiérarchie militaire, des listes de garde, des patrouilles nocturnes et une distribution tournante des fournitures collectées ou volées. Leur structure reflétait l'organisation qu'ils avaient apprise, même dans des conditions extrêmes. L'incapacité à accepter la défaite était également alimentée par un autre facteur, le manque total de confiance dans les sources d'information extérieures. Pour ces soldats, tout message ne provenant pas directement d'une chaîne de commandement reconnue était considéré comme un faux. Cela expliquait pourquoi les pamphlets, les émissions radiophoniques, voire les messages enregistrés de l'empereur étaient systématiquement ignorés. Dans bien des cas, seul un ordre en personne signé par un officier supérieur direct était accepté comme preuve légitime de la cessation des hostilités. Loin d'être des épisodes de folie individuelle, ces cas représentaient l'expression la plus cohérente d'une doctrine d'État conçue pour soutenir la guerre au-delà de la défaite. Leur existence prolongée était le fruit d'une planification préalable, d'une discipline acquise et d'une conviction nourrie par les institutions officielles de l'État japonais. Le cas le plus extraordinaire fut celui du lieutenant Hiroo Onoda, officier du renseignement affecté sur l'île de Lubang, aux Philippines, en 1944. Sa mission initiale était de mener des opérations de sabotage et de résistance contre les forces alliées qui avançaient dans l'archipel philippin. À l'annonce confuse de la reddition, Onoda et 3 autres soldats se réfugièrent dans l'épaisse forêt tropicale, convaincus que la guerre continuait et que leur devoir était de maintenir active la résistance anti-occidentale. Au cours des décennies suivantes, Onoda reçut et rejeta systématiquement toutes les tentatives de communication. Tracts largués depuis des avions, lettres de proches et même émissaires furent considérés comme des manœuvres ennemies destinées à les attirer hors de leur refuge. Sa loyauté envers les ordres initiaux, qui interdisaient expressément la reddition ou le suicide sans combattre, resta inébranlable pendant près de 3 décennies. Durant sa guerre personnelle, Onoda mena des opérations de sabotage contre la population locale de Lubang, considérant les civils comme des collaborateurs de l'ennemi. Il brûla des réserves de riz, vola des provisions et engagea des escarmouches sporadiques avec des villageois armés ou la police locale. Chaque action fut menée au nom de l'empereur japonais, selon une logique militaire figée en 1944. Au fil des ans, d'autres membres de son groupe périrent lors de ces affrontements mineurs, jusqu'à ce qu'Onoda devienne le seul survivant d'une guerre que le monde avait oubliée. En 1974, il fut découvert par l'explorateur japonais Norio Suzuki, venu spécialement aux Philippines pour retrouver le légendaire traînard. Cependant, même après cette rencontre, Onoda refusa d'accepter la fin de la guerre. Sa seule condition pour quitter la jungle était de recevoir un ordre direct de son ancien supérieur. Les autorités japonaises localisèrent le major Yoshimi Taniguchi, alors libraire civil, et le transférèrent à Lubang. Le 9 mars 1974, Taniguchi releva officiellement Onoda de ses fonctions militaires. Ce n'est qu'alors, après 416 jours de combats personnels, que le lieutenant émergea de la jungle, muni d'un fusil Arizaka, en parfait état de marche, de munitions en abondance, d'un poignard traditionnel et de l'uniforme de l'armée impériale qu'il avait conservé pendant 29 ans. Un autre cas emblématique fut celui du caporal Shoichi Yokoa, découvert en 1972 sur l'île de Guam.
Yokoi était resté caché depuis la reconquête américaine de l'île en 1944, d'abord avec d'autres soldats, puis dans une solitude totale. Contrairement à Onoda, Yokoi ne participa pas à une action militaire active, mais ne se rendit pas non plus par crainte du déshonneur. Il vivait dans un système de tunnels souterrains qu'il avait lui-même creusé, ne se déplaçant que la nuit pour chercher de la nourriture. Lorsqu'il fut capturé accidentellement par des pêcheurs locaux, Yokoi déclara qu'il savait que la guerre était finie depuis 1952, mais qu'il était terrifié à l'idée de quitter son abri. Son explication fut directe et révélatrice. On avait enseigné aux soldats japonais que la mort était préférable à la honte d'être capturé vivant. À son retour au Japon, ses premiers mots à la presse furent une expression sombre de ce conditionnement. « C'est avec une grande honte que je reviens ». Le troisième cas documenté est celui de Teruo Nakamura, découvert en 1974 sur l'île de Morotai, en Indonésie. Originaire de Taïwan à l'époque où l'île était une colonie japonaise, Nakamura avait vécu dans la jungle pendant 29 ans. Son campement fut découvert par hasard depuis les airs et sa capture révéla l'extrême détérioration que pouvait entraîner un isolement prolongé. Il avait presque totalement perdu la connaissance du japonais et avait besoin de plusieurs mois de rééducation. Ces retardataires opéraient sous l'influence d'une doctrine militaire qui avait transformé le Bushido féodal en une idéologie de guerre totale moderne. Le code de conduite de l'armée impériale établissait que la loyauté et l'honneur étaient des valeurs suprêmes et que le sacrifice pour l'empereur représentait l'accomplissement ultime de l'existence humaine. Se rendre signifiait trahir simultanément son pays, sa famille et ses camarades tombés au combat, un sort considéré comme pire que la mort. La tradition militaire japonaise comportait également des ordres spécifiques interdisant la reddition en toutes circonstances. De nombreux soldats possédaient des exemplaires de manuels de conduite détaillant les règles de résistance, de sabotage et de dissimulation en situation d'occupation ennemie. Le refus de se rendre n'était pas une décision improvisée, mais une extension logique de la formation militaire qu'ils avaient reçue. La redécouverte de ces combattants au cours des décennies suivantes provoqua un tollé international. Les opérations de récupération exigeaient une extrême prudence car les retardataires étaient armés, entraînés et psychologiquement préparés à se battre jusqu'à la mort. Dans de nombreux cas, des équipes spécialisées, maîtrisant parfaitement le protocole et la hiérarchie de l'armée impériale, durent être déployées pour éviter des affrontements mortels. Après leur rétablissement, aucun de ces soldats ne fut jugé ni puni car il fut reconnu qu'ils agissaient sous les ordres militaires en vigueur au moment de leur isolement. Ils furent rapatriés, bénéficiaires de soins médicaux et psychologiques et, dans certains cas, reçus avec les honneurs, malgré un accueil social complexe. Pour certains, ils représentaient l'héroïsme et une conviction inébranlable. Pour d'autres, ils étaient les vestiges anachroniques d'un passé militariste que le Japon avait surmonté. Au total, plus de 100 cas de soldats japonais retrouvés des années après la capitulation ont été recensés, même si seule une douzaine d'entre eux ont acquis une certaine notoriété en raison de la durée extrême de leur isolement. La plupart ont été retrouvés aux Philippines, à Guam, en Indonésie, en Thaïlande et dans les îles Carolines, territoires où la jungle permettait une survie prolongée. La chronologie officielle du rapatriement des combattants traînards s'est achevée avec la découverte de Teruo Nakamura en 1974. Depuis cette année-là, le gouvernement japonais a officiellement déclaré clos les dossiers militaires relatifs aux soldats non rendus, supposant que tous les autres combattants disparus avaient péri de causes naturelles. Les retardataires de l'Empire japonais représentaient l'extrême d'une mentalité de guerre totale, où la reddition n'était pas considérée comme une option tactique valable. Leur guerre prolongée n'était pas le fruit de la folie ou d'un fanatisme irrationnel, mais l'aboutissement logique d'un système d'entraînement, d'endoctrinement et d'ordre qui définissait la loyauté comme une valeur absolue, indépendante des circonstances stratégiques et du temps. Le procès des généraux, le tribunal militaire international de Tokyo. Après l'occupation, les puissances victorieuses se sont trouvées confrontées à un dilemme fondamental. Comment juger les responsables d'une guerre qui avait ravagé l'Asie et le Pacifique pendant près de 4 ans? La solution a été la création du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, une procédure judiciaire inédite visant à traduire en justice les architectes du militarisme japonais.
Le tribunal fut officiellement créé le 3 mai 1946, sous l'autorité directe du général MacArthur. Son modèle juridique s'inspirait des procès de Nuremberg, mais était adapté aux spécificités du théâtre de guerre asiatique. Le siège judiciaire était établi à Tokyo et le tribunal était composé de juges originaires de 11 pays alliés: l'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Le fondement juridique du processus reposait sur la Charte de Tokyo, un document rédigé par le SCAP qui établissait les principes juridiques de la procédure. Les crimes étaient classés en 3 grandes catégories. Les crimes contre la paix, qui comprenaient de la planification et la conduite de guerres d'agression. Les crimes de guerre tels que les violations des lois et coutumes de la guerre. Et les crimes contre l'humanité, qui comprenaient le meurtre, l'extermination et les atrocités systématiques contre les populations civiles. 28 dirigeants politiques et militaires japonais furent jugés lors de ce qui devint le procès le plus long du XXe siècle. Parmi les accusés figurait Hideki Tojo, ancien Premier ministre et principal architecte de l'expansion militaire japonaise, ainsi que d'anciens ministres de la guerre, des commandants de théâtre et de hauts fonctionnaires ayant dirigé la machine de guerre de l'Empire. Les procédures judiciaires s'étalèrent sur 2 ans et demi. Entre 1946 et 1948, plus de 400 audiences publiques furent tenues, 336 documents furent présentés comme preuves et plus de 400 témoins furent entendus. Le tribunal documenta minutieusement les crimes commis sur l'ensemble du territoire occupé par le Japon, du massacre de Nankin aux expériences médicales menées par l'unité 731 sur les prisonniers de guerre. L'une des controverses les plus importantes du procès fut l'exclusion de l'empereur Hirohito du banc des accusés. Bien qu'il fût officiellement le commandant suprême des forces armées et qu'il eût personnellement signé les décrets de guerre, Hirohito fut exonéré par une décision politique directe de MacArthur. Cette immunité impériale avait des objectifs pragmatiques: garantir la stabilité pendant l'occupation, prévenir les soulèvements nationalistes et faciliter la transition vers une nouvelle constitution démocratique. Le tribunal a également enquêté sur la responsabilité des commandants supérieurs concernant les garnisons qui ont continué à combattre après la reddition officielle. Lors des audiences, des preuves ont été présentées selon lesquelles de nombreux officiers à Tokyo n'ont pas mis en œuvre les mesures adéquates pour garantir que les ordres de reddition parviennent à toutes les unités dispersées. Cette négligence délibérée a contribué à une prolongation inutile des hostilités et à une augmentation des pertes des 2 côtés. Il a été démontré que certains ordres ambigus ou un manque délibéré de communication ont contribué à prolonger des combats localisés. Ces actions ont été considérées comme relevant d'un manquement systématique à la responsabilité du commandement et ont été incluses dans les délibérations sur les crimes de guerre. Le tribunal a établi que la responsabilité pénale s'étendait non seulement à ceux qui avaient ordonné des atrocités, mais aussi à ceux qui n'avaient pas empêché ou fait cesser des actions illégales sous leur autorité. Le verdict du tribunal fut rendu le 12 novembre 1948. Les exécutions eurent lieu le 23 décembre 1948 à la prison de Sugamo, à Tokyo. Parmi les personnes exécutées figurait le général Seishiro Itagaki, impliqué dans les atrocités commises en Chine, et le général Kenji Doehara, responsable des politiques d'occupation brutale en Mandchourie. Les exécutions furent menées selon les protocoles militaires occidentaux, privant les condamnés du droit traditionnel japonais au seppuku ou exécution militaire. Au niveau documentaire, le tribunal a produit plus de 48 zéro-pages de dossiers judiciaires, comprenant des procès-verbaux complets, des décisions, des transcriptions d'interrogatoires et des jugements détaillés. Ces documents, conservés dans les archives militaires et judiciaires du Japon, des États-Unis et des Nations Unies, constituent la source la plus complète sur la responsabilité pénale des dirigeants japonais pendant la guerre. L'une des contributions les plus importantes du tribunal a été d'établir des précédents juridiques fondamentaux pour le développement de la justice pénale internationale. Il a consolidé la notion de responsabilité individuelle pour les crimes d'agression et les crimes contre l'humanité, étendant la responsabilité du commandement au plus haut niveau de l'appareil militaire et civil. Ces principes ont jeté les bases conceptuelles des tribunaux ultérieurs et, finalement, de la Cour pénale internationale créée en 1998.
Cependant, le tribunal a également fait l'objet de critiques importantes qui persistent encore aujourd'hui. Il a été qualifié par certains de justice des vainqueurs, marqué par l'exclusion délibérée des crimes alliés tels que les bombardements atomiques et par l'absence de poursuites contre des personnalités occidentales. Cette sélectivité judiciaire a soulevé des questions quant à l'équité des procédures. La perception publique de la Cour au Japon était complexe et polarisée. Pour certains, elle représentait une étape nécessaire vers la reconnaissance des responsabilités historiques et la construction d'un nouvel ordre international fondé sur le droit. Pour d'autres, elle constituait une humiliation nationale et une imposition extérieure ignorant les circonstances spécifiques du conflit asiatique. Au cours des décennies suivantes, de nombreux condamnés ont purgé une partie de leur peine et ont été libérés dans les années 1950, dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis. Certains ont été partiellement réintégrés à la vie publique, ce qui a suscité une controverse intérieure supplémentaire. Les personnes exécutées, en revanche, ont été commémorées au sanctuaire Yasukuni, créant une source permanente de tensions diplomatiques avec la Chine et la Corée du Sud. L'héritage du tribunal de Tokyo va au-delà de son impact immédiat sur le Japon. Il a établi que les guerres d'agression constituent des crimes individuels punissables, indépendamment des ordres des supérieurs ou de la politique de l'État. Il a défini des normes de responsabilité du commandement qui s'appliqueraient aux conflits ultérieurs et a élaboré des procédures judiciaires qui ont influencé l'évolution du droit international humanitaire. Dans l'histoire militaire japonaise, le tribunal a marqué la fin définitive de l'impunité des dirigeants responsables de la planification et de la conduite des guerres de conquête. Ces décisions ont clairement établi la chaîne de responsabilité pénale des plus hauts échelons du pouvoir aux unités de campagne, y compris les garnisons qui ont poursuivi leurs opérations après la capitulation officielle. Le tribunal militaire international de Tokyo n'était pas une simple procédure judiciaire, mais un mécanisme historiquement transformateur qui a redéfini les normes de conduite des États dans l'ordre international d'après-guerre. Ces verdicts ont formellement clos le chapitre du militarisme japonais, établissant que l'obéissance aux ordres supérieurs ne constitue pas une défense valable contre les accusations de crimes de guerre et que la responsabilité pénale s'étend à tous les niveaux de la structure de commandement militaire. Retour vers un Japon inconnu, des soldats rapatriés dans leur pays dévasté. Le rapatriement massif de plus de 6 millions de citoyens japonais dispersés dans l'Empire vaincu devint l'une des opérations humanitaires les plus complexes du XXe siècle. Parmi eux, environ 3,5 millions étaient des soldats de l'armée et de la marine impériale, répartis sur un territoire s'étendant des plaines glacées de Mandchourie aux îles tropicales du Pacifique Sud. Cette opération logistique monumentale fut coordonnée principalement par le commandement suprême des puissances alliées. Les points de départ comprenaient la Chine continentale, la Corée, Taïwan, les Philippines, la Birmanie, l'Indonésie et plus de 2000 îles du Pacifique où opéraient des garnisons japonaises. Les ports d'entrée du Japon furent transformés en gigantesques plateformes logistiques. Maizuru, Sasebo, Hakata, Uraga, Kagoshima et Yokohama devinrent les portes d'entrée d'une patrie méconnaissable. Les navires transportant les rapatriés étaient principalement des navires militaires reconvertis, conçus pour le transport de marchandises plutôt que de passagers. Des milliers de soldats étaient entassés dans des cales mal ventilées. Nombre d'entre eux souffrant de malnutrition, de maladies ou de blessures après des années de combat dans des conditions extrêmes. Les voyages duraient des jours, voire des semaines, et les conditions sanitaires étaient déplorables. Certains hommes mouraient au cours de ces voyages de retour, victimes de maladies ou simplement d'épuisement physique. À leur arrivée dans les ports japonais, les rapatriés étaient confrontés à un accueil systématique et déshumanisant. Le personnel du ministère des Affaires sociales, les interprètes et les agents du SCAP les soumettait à des procédures d'identification et d'enregistrement exhaustives. Chaque soldat devait remettre toutes devises étrangères, armes, documents militaires ou objets considérés comme des biens de guerre. En échange, il recevait des biens fortement dévalués, des documents de rapatriement et un billet de train pour les régions désignées par les autorités. L'affectation n'était pas facultative. Des villes entières ayant été rasées par les bombardements incendiaires et nucléaires, de nombreux soldats ne pouvaient pas retourner dans leur ville d'origine. Les soldats de retour étaient systématiquement redéployés vers des zones rurales ou des préfectures moins sinistrées,
dans le cadre d'une stratégie visant à décongestionner les zones urbaines et à prévenir les troubles sociaux. Le Japon que ces soldats ont découvert était littéralement méconnaissable. Plus de 40% des infrastructures industrielles et résidentielles avaient été détruites par les bombardements alliés. Le réseau ferroviaire était partiellement opérationnel, avec des trains bondés et des horaires irréguliers. L'approvisionnement alimentaire était gravement insuffisant, avec un rationnement sévère fournissant moins de 500 calories par personne et par jour. Plus de 10 millions de Japonais étaient sans logement stable en 1946. Les soldats rapatriés étaient confrontés à un marché du travail effondré. Les usines étaient détruites, les services publics étaient hors service et l'économie nationale avait reculé de plusieurs décennies. De nombreux vétérans arrivaient mutilés, malades ou psychologiquement dévastés par des années de combats brutaux. Mais au lieu d'être accueillis en héros, ils étaient perçus comme un fardeau économique supplémentaire pour un État en faillite et une menace potentielle aux yeux des forces d'occupation. Les politiques initiales de réintégration furent improvisées et chaotiques. Des centres de transit et des casernes de fortune furent installés dans les ports, où les soldats s'étaient mariés pendant des jours ou des semaines, en attendant que leur destination finale soit déterminée. Les conditions étaient déplorables: surpopulation extrême, installations sanitaires minimales et régime alimentaire à base de riz bouilli, de sel et de soupe miso-diluée. Les maladies infectieuses se propageaient rapidement et les soins médicaux étaient quasi inexistants. Face à l'ampleur du problème social, les programmes de réinsertion de l'État se sont articulés autour de 3 axes principaux. Premièrement, une redistribution territoriale et professionnelle, assignant aux vétérans des tâches de reconstruction dans les régions rurales, notamment dans l'agriculture et les travaux publics. Nombre d'entre eux furent envoyés repeupler des zones entièrement dévastées. Deuxièmement, une documentation et une identification exhaustive, incluant des examens médicaux, des vérifications des antécédents militaires et des enquêtes sur d'éventuels liens avec des crimes de guerre. Troisièmement, un contrôle idéologique strict, avec des interrogatoires visant à déceler les attitudes anti-occidentales et une interdiction absolue de détenir de la documentation militaire, des uniformes ou des objets portant des symboles impériaux. Bien que ces mesures aient apporté une certaine stabilité logistique, elles n'ont pas empêché un mécontentement généralisé parmi les vétérans. De nombreux soldats ont traversé une profonde crise d'identité. Les valeurs du Bushido, glorifiées pendant la guerre, étaient désormais soumises à la répression officielle. Le nouveau Japon, sous occupation étrangère et en voie de démocratisation forcée, rejetait toute expression de militarisme ou de nationalisme traditionnel. Sur le plan économique, les rapatriés occupaient la position la plus basse dans la hiérarchie sociale. Il n'existait pas de pension de guerre opérationnelle durant les premières années d'après-guerre. Les emplois disponibles étaient des travaux manuels temporaires et mal rémunérés: construction, agriculture de subsistance ou services de base dans les villes en reconstruction. De nombreux vétérans se tournèrent vers l'économie informelle, le marché noir ou la migration interne vers les zones urbaines en voie de reconstruction. Le manque de ressources empêchait également l'accès à des soins psychologiques et médicaux adéquats pour les anciens combattants blessés de guerre. Les soldats amputés, souffrant de maladies respiratoires chroniques causées par des gaz toxiques ou de traumatismes psychologiques graves, ne bénéficiaient d'aucun traitement systématique. On estime que des milliers de rapatriés sont décédés entre 1946 et 1950 de causes directement liées à la malnutrition, à des infections non traitées ou à la négligence de l'État. À partir de 1947, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et la stabilisation de l'administration d'occupation, des programmes d'aide sociale plus structurés furent mis en place. Ceux-ci comprenaient des coupons alimentaires limités, des aides au logement minimal et un accès restreint aux services médicaux de base. La création d'associations de rapatriés fut également autorisée, lesquelles documentèrent leurs expériences et firent pression sur le gouvernement pour obtenir une compensation financière. Cependant, la stigmatisation sociale a persisté pendant des décennies. Contrairement à d'autres pays où les vétérans étaient intégrés au récit d'héroïsme national, les soldats japonais étaient perçus comme les témoins d'un échec militaire et les porteurs d'un passé impérialiste que le nouveau Japon démocratique souhaitait effacer complètement. Cette ambiguïté institutionnelle a entraîné un silence officiel qui a duré des générations.
Le rapatriement a également engendré d'importants déséquilibres démographiques. Le retour massif des hommes en âge de travailler a coïncidé avec une population civile appauvrie, vieillissante et majoritairement féminine. Cela a eu des répercussions sur la réorganisation familiale, les taux de mariage et de natalité, ainsi que sur l'ensemble de la structure du marché du travail japonais dans les années 1950. Psychologiquement, de nombreux rapatriés ont vécu une forme d'exil intérieur. Ils avaient combattu pour un empire disparu, défendu des valeurs désormais illégales et servi un empereur qui avait publiquement renoncé à sa divinité. Le contraste entre la gloire militaire promise et la réalité d'une défaite totale a créé des traumatismes durables qui ont affecté non seulement les vétérans, mais aussi leurs familles et leurs communautés. Le retour des soldats japonais dans leur patrie dévastée ne fut pas une transition héroïque, mais un douloureux processus de démobilisation physique, émotionnelle et idéologique. Pour la plupart, la guerre ne s'acheva pas par une reddition, mais par le choc brutal d'être confronté à une nation méconnaissable, dirigée par des occupants étrangers et régie par des valeurs qui invalidaient tout ce qu'ils avaient défendu. Leur réintégration constitua l'un des défis sociaux les plus complexes du Japon d'après-guerre, et ses conséquences façonnèrent à la société japonaise pour les décennies à venir.